Bonjour Anne-Hélène. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Je Merci. suis très contente de te recevoir et d'échanger avec toi sur, à mon avis, beaucoup de sujets passionnants. Donc avant qu'on entre dans le dur, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Alors je m'appelle Anne-Hélène. J'aime bien me présenter par mon prénom parce qu'il est assez atypique. Donc c'est en vrai. général, on sait qui c'est. Je suis psychologue de formation. Et ensuite, j'ai fait un doctorat de neurosciences et je me suis ensuite réorientée en médecine. Ok. Enfin, réorientée, c'est dans la continuité de mes études. Et donc là, aujourd'hui, je suis interne en psychiatrie. Je termine mon cursus de psychiatrie. Ok. J'écris des livres aussi, Ouais. si tu sais. Ouais, je sais, je l'ai, je le lis. Voilà, Ok. c'est déjà bien. Bah, pour les personnes qui nous écoutent, tu as notamment coécrit Devenez votre propre psy avec Vincent Tribou, que j'ai reçu sur le podcast. Épisode aussi hyper intéressant que je vous invite à écouter. Donc, disclaimer, parce que normalement, je ne prépare jamais mes podcasts. Je le dis, on veut du vrai. Cette fois-ci, j'avais tellement de sujets que je voulais aborder avec toi que je me suis fait une petite liste. Donc, à mon avis, on va aborder pas mal de sujets au final que tu abordes dans le livre. Mais quand même, avant, je veux garder mes bonnes habitudes par rapport à ce que tu m'as dit. Je me demande ce qui fait que tu as balancé de psychologue à docteur en neurosciences. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je veux aller plus loin ? Bon, je m'en doute un peu dans le sens où peut-être qu'en consultation, tu t'es dit que tu voulais comprendre ce qu'il y avait derrière le fonctionnement du cerveau, mais au-delà de mes propres hypothèses, je te laisse nous dire ce qui a fait que tu as fait ce basculement. En fait, ça s'est fait, j'allais dire, un peu de façon progressive. Déjà, quand je suis arrivée en psychologie, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus comme discipline, comme matière dans la psycho, c'était déjà les neurosciences, puisqu'on nous enseigne les neurosciences en psycho, et puis les stats, donc les statistiques, ce qui est assez atypique pour les psychologues. En général, ils n'aiment pas trop. Et moi, finalement, ça m'allait bien. J'étais contente de progresser là-dedans. J'avais des bonnes notes, j'étais intéressée, etc. Et là, je me suis dit, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et j'ai envie de continuer, de comprendre davantage ce qui se passe dans le cerveau. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était le lien entre la façon dont fonctionne notre cerveau et nos comportements. Comment la fonction de notre cerveau va pouvoir agir sur nos comportements et vice-versa. Comment nos comportements peuvent avoir un impact sur notre fonctionnement cérébral. Et bon, c'est hyper vaste. Hein. Quand on dit ça, on va dire oui, mais bon, plus précisément. Et donc, j'ai décidé de m'orienter plus vers un côté recherche que clinique. Et après, c'était tout simplement, j'allais dire, en partie le hasard. Donc, j'ai postulé dans différents services pour avoir un stage de recherche de fin de cursus de psycho. Et j'ai été prise en neurologie à la Pitié-Salpêtrière. Donc déjà, on commence encore à s'orienter plus vers le côté neuro. Et là, j'ai adoré. J'ai adoré cet endroit, j'ai adoré l'équipe, j'ai adoré le sujet. Je me sentais vraiment à ma place et c'est vrai qu'on était plus sur un côté neuroscientifique, sciences cognitives, que psychologie clinique, comme on peut l'entendre quand on entend psychologue. Et donc là, je me suis dit, allez, on y va, on fait la thèse et on se lance dans les neurosciences cognitives plus que dans la psychologie clinique. Ok, et sur quoi portait ta thèse ? Sur les TOC. Ok. Sur les corrélats neurobiologiques des TOC. Donc en gros, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on va... moi, je travaillais plutôt sur le comportement de vérification. Qu'est-ce qui fait qu'on va vérifier plusieurs fois, déjà, quand on a des TOC. Ok. Je voulais déjà commencer en te demandant si tu pouvais peut-être nous faire un petit exposé succinct sur le fonctionnement du cerveau, parce que je trouve que tu vois, c'est des connaissances hyper intéressantes qu'on n'a pas forcément. Tu vois, juste par exemple quelle région du cerveau sert à quoi, ou en tout cas est reliée à quoi, pour nous donner juste une idée de base. Alors, c'est vrai qu'on pourrait... et moi, j'ai longtemps eu cette idée qu'en fait, chaque zone avait un rôle particulier et qu'on pouvait plutôt voir le fonctionnement du cerveau zone par zone. Je dirais qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à le voir comme un système qui fonctionne en réseau. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas forcément l'activité d'une zone en particulier, mais comment elles interagissent toutes les unes avec les autres.
Et donc, ce qui est plus intéressant, en tout cas, moi, ce que je trouve intéressant, c'est cette notion de circuit, de réseau. Donc après, on a des zones qui sont plus connues pour être impliquées dans des processus qu'on connaît bien. Par exemple, l'amygdale, qui est impliquée plutôt dans la peur, dans les émotions négatives, comme ça. Donc c'est une petite structure dans le cerveau, un peu en profondeur, qui va aller s'activer vraiment, c'est-à-dire produire plus d'énergie quand on a peur. Et qu'on voit, par exemple, très active dans des états de stress post-traumatique, par exemple. Quand on souffre comme ça de réactivation d'un événement qui nous a produit cette émotion intense de peur. Donc ça peut être un exemple. Après, notamment, quand je travaillais à la Pitié-Salpêtrière, j'étais dans une équipe qui travaillait beaucoup sur les ganglions de la base, qui sont un ensemble de petits noyaux qui sont vraiment au cœur du cerveau et qui communiquent avec notre cortex, donc les structures plus superficielles. Je sais pas si vous me dites si je dis des trucs trop compliqués. De toute façon, t'inquiète, si à un moment je suis perdue, je te le dis. Voilà. Jusqu'ici, ça va. J'essaye de faire simple parce que je trouve que c'est souvent très compliqué quand on entend des neuroscientifiques parler. Et que moi, je trouve que c'est aussi hyper important et hyper intéressant d'arriver à transmettre ces connaissances, en fait. Donc, d'essayer d'être le plus simple possible. Alors, forcément, on perd de la vérité, mais on perd de la précision. Mais voilà, si au moins on arrive à capter quelques trucs, je pense que c'est bien. Et donc, ces ganglions de la base, ils communiquent donc avec le cortex, qui est vraiment la couche supérieure du cerveau. Et ils font un système de boucle. C'est-à-dire que le cortex envoie des informations à ces ganglions de la base, les ganglions de la base les traitent et ils renvoient l'information au niveau du cerveau. Et nous, on a notamment beaucoup parlé du rôle de ces boucles. Dans le livre avec Vincent, Devenez votre propre psy. Parce que ces ganglions de la base et ces boucles, ils sont notamment impliqués dans l'apprentissage. Ce qui fait que plus on va répéter quelque chose, plus on va l'enregistrer. Et plus ça va devenir facile à réactiver. Et ça, je trouvais que c'était très intéressant en psy. C'est vrai, c'est fascinant et ça rejoint une question que je me posais, que vous abordez un peu aussi, mais je voulais un peu entrer dans le détail. C'est par rapport à ce qui détermine... Enfin, en fait, je sais pas même si tu peux répondre à la question, mais c'est à quel point notre cerveau est déterminé par nos gènes et à quel point par notre environnement. Parce que voilà, je trouve que c'est un sujet passionnant. Ah oui. On voit que y a des schémas qui se répètent... de manière héréditaire, on va dire. Et d'un autre côté, il y a tout le secteur de l'épigénétique que je trouve fascinant, où on voit qu'en fait, notre environnement peut changer nos gènes. Et voilà, je trouve que c'est un sujet fascinant à explorer. Oui, je trouve que c'est hyper intéressant et hyper motivant aussi de se dire, ok, il y a une part de génétique, c'est-à-dire que la façon dont moi je pense, dont je fonctionne, dont j'évolue, elle est en partie dictée par l'héritage que j'ai reçu de mes parents, de mes grands-parents, voilà. Et puis il y a un côté aussi où tout n'est pas défini. Ça peut changer, et le fait que les choses peuvent changer, ça dépend aussi de moi. Et ça, je trouve ça hyper encourageant, totalement, c'est le terme. Hyper encourageant. C'est pas fini. Et comment on l'explique, le fait que on peut avoir tel gène à un moment donné et que par notre comportement, ce gène peut changer, et quelle est la marche à suivre, entre guillemets, si je puis dire. Alors, je sais pas quel exemple de gène on peut prendre, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as étudié, ou est-ce que tu auras un exemple qui viendrait en tête pour expliquer juste le mécanisme à l'œuvre? Alors, moi, j'ai pas fait de génétique, mais enfin, à part à la fac où on t'apprend la base de la génétique en psycho ou en médecine. Après, pour moi, c'est quelque chose qui met du temps, et je dirais que c'est probablement pas à l'échelle de l'individu, mais à l'échelle de l'évolution de l'espèce, et que, effectivement, nos gènes peuvent être modifiés en fonction de comportements qui sont plus utiles à la survie de l'espèce que d'autres. Après, je sais pas, j'allais dire, peu importe que ça se voit, j'en sais rien, peu importe que ça se voit dans nos gènes ou pas, ce qui compte, c'est ce qui se passe dans notre vie. C'est-à-dire qu'on puisse changer, effectivement. Et que, ça, on le sait aussi, le fonctionnement de notre cerveau puisse aussi changer. Ouais, c'est sûr. Je sais que j'ai vu des documentaires dernièrement sur le pouvoir des croyances sur les maladies. Ouais. Et je trouve ça fascinant, et je trouve que ça... Enfin, je voulais en discuter aussi avec toi parce que voilà, t'as l'expertise scientifique, et parfois, je trouve qu'il y a
barrière entre certains domaines médicaux. Mais est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as observé et qu'est-ce qui explique que des croyances qu'on peut avoir, qu'on peut se répéter, j'ai l'impression, de moi, mon spectre non scientifique, que c'est un peu lié à cette épigénétique où en fait, il y a quand même des personnes qui ont réussi à guérir du cancer, si on prend un cas vraiment extrême, parce qu'ils se sont convaincus qu'ils étaient guéris ou qu'ils allaient le guérir ou qui alors souvent en changeant leur mode de vie aussi, j'ai pas envie de le but n'est pas de promouvoir des miracles, c'est vrai voilà, donc il y a un équilibre à trouver, mais je trouve ça assez fascinant comme possibilité. Et je crois même qu'il y a eu un film, je suis là-dessus, parce que ma grand-mère, quand j'avais parlé à ma grand-mère, elle m'a dit ça, elle a vu un film, j'ai pas le nom, je le mettrai dans la barre de description après recherche, mais où c'est inspiré d'une histoire vraie, et je crois que c'est l'histoire d'un homme à qui on diagnostique un cancer en stade assez poussé, et son meilleur ami qui lui va très bien, mais qui du coup, stressé par ce qu'on a détecté à son ami, va faire des tests à l'hôpital, et en fait on échange leur bilan, quoi. Ouais. Et en fait, il s'avère que du coup, il y en a un qui croit qu'il est guéri et l'autre qu'il a le cancer. Et qu'en fait, 1 an plus tard ou quelques années plus tard, c'est en effet ce qui se passe. L'autre est guéri de cancer et l'autre a un cancer. Eh ben, alors, d'un point de vue biologique, ça, je sais pas vraiment ce qui se passe. Donc, je pourrais pas répondre, avec ma casquette scientifique. Par contre, d'un point de vue psy, on est très proche de la méthode Coué. C'est-à-dire qu'en fait, je me répète les choses et je m'auto-persuade que quelque chose arrive et finalement, ça finit par arriver. Alors, ça marche très bien en psy. Et d'ailleurs, il y a... c'est assez intéressant de se dire que allez, je vais y arriver, il n'y a pas de raison, machin. Il y a une part aussi de motivation, d'auto-persuasion, qui ça marche très bien. Alors pas toujours, mais faut pas non plus. Non, c'est sûr, il faut pas vendre du rêve, mais pas toujours. Après, sur les maladies, j'allais dire plus, on dit somatique, mais donc tout ce qui est plus lié au corps, plus qu'à l'esprit. Moi, j'ai mis un petit peu de réserve, mais bon, ça, c'est mon côté, peut-être docteur, un peu science dure, un peu tant que ça n'a pas été prouvé, on peut pas dire que ça existe. C'est vrai qu'il y a un côté hyper, quand j'échange avec scientifiques, c'est souvent comme ça. Voilà, et donc du coup, moi, je suis toujours un peu frileuse pour dire ah oui, c'est ça. Oui. Tant qu'il n'y a pas d'études qui a montré que ça marchait. Donc il n'y a pas de lien scientifique, on va dire, entre le pouvoir des croyances et le potentiel de guérison. S'il y en a, je les connais pas. Ok. Alors, probablement que ça... Moi, je dirais que ça joue en partie. Après, que ça suffit pas. Ok. C'est souvent le cas dans les pathologies psy aussi, en général. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu de plein de choses pour que ça marche. C'est sûr. Et un accompagnement thérapeutique, dans tous les cas, est toujours bienvenu. Mais c'est vrai que, en tout cas, ce phénomène-là me fascine beaucoup. Et j'espère qu'il y aura des études scientifiques pour l'étayer et pour donner plus de crédibilité aussi. Je vous ferai une petite revue de la littérature. D'accord, génial. Je mettrai ça dans la barre de description. Et pour revenir à un domaine que tu maîtrises et dont tu parles dans le livre, le lien entre cerveau et émotion. Ouais. Je trouve que c'est très, très intéressant aussi. Est-ce que l'un influe sur l'autre et l'autre influe sur l'un ? Comment en fait on peut réussir à ne pas se laisser maîtriser par ses émotions ? Ouais. Voilà, parce que je pense que c'est un enjeu à l'échelle individuelle et sociétale énorme. Oui. Alors effectivement, il y a une double communication, c'est-à-dire que la façon dont notre cerveau fonctionne va avoir un impact sur l'expression de nos émotions et en même temps, quand on est dans un état émotionnel donné, certainement que ça influence aussi la façon dont est activé notre cerveau. Et encore une fois, il y a la notion aussi qui est importante de répétition, c'est-à-dire que si je suis triste une fois, je vais probablement pas avoir les mêmes circuits qui s'activent ou tout du moins pas de façon permanente que si je suis triste de façon répétée, chronique et que là je suis peut-être dans une dépression voilà. Donc là il y a cette notion de répétition aussi, je pense, qui est importante. Et puis la deuxième partie de ta question, c'était comment est-ce qu'on peut faire finalement pour moi je dirais que la première chose, c'est d'en être conscient, d'être conscient de ses émotions. Ouais. Ok. D'apprendre à les nommer, d'apprendre à les reconnaître. Et pour ça, je te demande direct comment faire. Quand on n'a pas forcément... moi, j'ai vraiment remarqué, il y a des gens chez qui c'est seconde nature, qui arrivent vraiment à écouter leur corps, leurs émotions très facilement, et d'autres qui les ont oubliées presque, en fait.
Ouais, qui les ont oubliés, ou je pense qu'il y a aussi peut-être un côté un peu déni. Parfois, c'est quand on a des émotions négatives, c'est pas forcément facile. Et le fait de se dire non, mais ça va, je sens rien, il se passe rien. Tu vois, je fais ça avec mes mains. Elle ferme les yeux. Oui, voilà, vous pouvez le voir sur YouTube. C'est vrai qu'on se met vraiment, on se ferme les yeux, on se protège, on se cache. Donc il y a une utilité aussi à ça, mais qui marche sur le court terme certainement, parce que oui, alors je sais pas, si par exemple j'ai peur, je vais me prostrer comme ça, ça peut marcher tout de suite, mais à long terme ça marche pas très bien. Il vaut mieux essayer de se dire oui, j'ai eu peur, il s'est passé quelque chose qui a produit telle émotion en moi, et essayer de voir maintenant qu'est-ce que je peux en faire. Alors, si c'est vraiment très important, que ça allait vers un syndrome de stress post-traumatique ou des choses comme ça, on va le travailler avec un psy. Et ça peut être, j'allais dire aussi, dans la vie quotidienne, nous apprendre à du coup mieux nous adapter. Peut-être que voilà, j'ai eu peur et donc j'ai adopté tel comportement. Mais finalement, ce comportement, sur le moment, oui, c'est ce qui m'a semblé le plus économique, entre guillemets, le plus facile. Mais à long terme, ça a eu telle conséquence, négative ou positive. Et donc, je m'adapte. Donc, c'est apprendre de ses réactions aux émotions, en fait. Apprendre de ses réactions et apprendre de ce qui nous a été bénéfique, et j'allais dire à la fois sur le court terme mais aussi sur le long terme. On a souvent tendance à oublier ce côté long terme. Ouais. C'est-à-dire que peut-être que certaines fois nos réactions nous protègent sur un moment donné, mais à long terme c'est pas très bien. Faut savoir prendre le recul et faire le point. Tu dis aussi, vous dites avec Vincent dans le livre, qu'il faut justement, par rapport à ses émotions, apprendre à lâcher prise plutôt qu'à le contrôler. Ouais. Et ce à quoi je réponds oui, mais comment? Oui, c'est vraiment le lâcher prise, c'est un terme que je trouve très abstrait. Ouais. Et voilà, si tu as des pistes de comment on peut justement apprendre à lâcher prise face à ses émotions plutôt qu'à essayer de les contrôler, quelle serait un peu la marche à suivre? Ça revient un peu, j'allais dire, sur la question précédente. C'est-à-dire que déjà, effectivement, il faut reconnaître ses émotions, se connaître, soi aussi, savoir comment on réagit. Ça, on le fait de plus en plus, j'allais dire, dès le plus jeune âge, avec tous les livres sur apprendre à reconnaître les émotions. Je sais pas si tu as des enfants autour de toi, mais moi, je sais que j'ai des petits neveux et nièces, et je leur achète souvent des livres sur... les émotions, là tu vois, regarde la tête qu'il fait le monsieur, à ton avis il ressent quoi? Il est en colère. Oui, et toi, quand est-ce que tu as été en colère? Voilà, donc on apprend dès qu'on est petit finalement, plus maintenant peut-être. Ouais, peut-être maintenant, c'est vrai. À reconnaître ses émotions et à voir les effets qu'elles produisent dans notre corps et effectivement dans notre comportement aussi. Donc ça, je dirais que c'est la première chose, apprendre à reconnaître ce qui se passe. Et la deuxième, pour lâcher prise, je dirais que c'est chacun a ses techniques, chacun a ses petites choses. Ça peut être le yoga. Moi, j'aime bien faire du yoga. Ça peut être de la méditation. Ça peut être de la relaxation. Ça peut être du sport aussi. Parfois, se défouler. Il y en a qui ont une énergie comme ça. Faut que ça sorte. Ok, on se défoule, ça fait du bien. Donc, je dirais apprendre là encore une fois, à être attentif à ce qu'on ressent et essayer peut-être par essai-erreur ce qui nous convient le mieux. Donc, des pistes, je sais que vous parlez aussi dans le livre d'écriture, mais ça, c'est extérioriser un peu le lâcher prise. Si je résume un peu ce que tu dis, c'est trouver ce qui nous permet d'extérioriser. Alors, l'écriture, ça peut être une bonne chose aussi. Moi, je le conseille souvent à mes patients. On l'a écrit dans le livre. Vincent a donné un très bon exemple avec une de ses patientes. C'est vraiment se lâcher et dire ce qu'on ressent, mais de façon sans limite. Voilà. C'est pas vous m'avez embêté quand vous m'avez dit ça la dernière fois. C'est ouais, tu m'as fait chier, t'as été horrible. Voilà, tu m'as mis plus bas terre. Voilà. Et là, on écrit et on se défoule. Ok. Donc exercice à retenir. Ouais, ça fait du bien. Pour revenir sur parce que tu parlais en effet du côté, je parlais du côté épigénétique, et ce dont vous parlez dans le livre, c'est plus de plasticité cérébrale. Donc cette même idée qu'on peut réussir à réorganiser entre guillemets notre cerveau. Ça, est-ce que c'est aussi par la force de l'habitude? Et comment on pourrait le faire dans une démarche consciente? Par exemple, je sais que vous parlez aussi pas mal du contrôle, donc des gens hyper contrôlants.
Ça me parle, alors je suis en rémission d'hyper-contrôlance. Mais comment on pourrait réussir si jamais on se dit, voilà, moi pour 2022, je souhaite être moins dans le contrôle. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire pour réussir à redompter son cerveau? Parce que moi, je vois que c'est des réflexes que j'ai de contrôlant, quoi. C'est pas quelque chose que j'ai choisi. Ouais. Donc, comment on peut reprendre le pouvoir là-dessus? Et voilà, est-ce que c'est aussi apprendre à reconnaître les situations de contrôle et se dire, genre, là, je reconnais, je ne réagis pas. Enfin, tu vois, si on veut être en mode, ok, j'utilise cet outil qui est la plasticité cérébrale pour devenir la meilleure version de moi-même, comment est-ce qu'on ferait? Eh ben, je pense que tu l'as bien dit, c'est-à-dire que déjà, c'est des choses qui sont faites, qu'on fait quand on se met dans le contrôle, par exemple, ou ça peut être dans une autre situation, hein, un autre état d'esprit. On le fait de façon un peu automatique. On ne s'en rend pas forcément compte. Donc déjà, si on arrive à se dire « Ouh là là, là, il y a un souci, je fais trop ça ou je fais pas assez ça », c'est déjà une très bonne chose. Quand on reconnaît des schémas. Ah bah ouais. Reconnaître ce schéma-là, j'allais dire, c'est un premier pas vers la victoire, pour moi en tout cas. Après, bon, comment on fait pour changer? J'ai vu qu'il y avait un problème ici, comment je fais pour changer? Je dirais que déjà, il faut y aller petit à petit. Faut pas être trop gourmand. Faut pas se dire, bon, bah voilà, moi je suis, je sais pas, une maniaque de la propreté et ça commence à me saouler. Et donc, du jour au lendemain, je vais me dire, allez, mon appartement, c'est le bordel. Non, ça risque d'être violent. Ça va pas marcher. Enfin, si, ça va peut-être marcher une fois, vous allez mettre le bordel, puis après vous allez dire, ah, ça va pas du tout. Et on remet tout comme avant. Donc ça, c'est too much. Mais par contre, on peut essayer d'y aller progressivement, de faire les choses vraiment à notre rythme, de se mettre des petits objectifs. Et ces petits objectifs, de les répéter régulièrement. Et là, vraiment, on favorise le phénomène de plasticité. Il ne faut pas le faire une fois, il faut le faire plein de fois, régulièrement. Et donc, apprendre à perdre le contrôle, c'est de se dire, bon, là, je sais que par exemple, je sais pas, j'ai... je vais renverser des trucs. J'ai telle interview à préparer, là, tu vois, on va être concret. Je vais essayer de faire tous les détails, vraiment de tout voir comme il faut, qu'est-ce que je peux dire, pas dire, qu'est-ce que j'ai posé comme question, etc. C'est-à-dire, bon, je sais que j'ai tendance à être hyper contrôle fric là-dessus, et donc, du coup, je vais essayer de me dire, ok, tu prévois certains moments où ce ne sera pas préparé. Pas tous, mais certains. Et j'ai essayé, pour celle d'après, de faire pareil, etc., etc. Donc se fixer des petits challenges et... Des petits challenges réalisables et répétables. Ouais, ok. Très intéressant. Et pour rester dans le spectre des émotions et pour ne pas se laisser dominer par elles, il y a une émotion que je trouve particulièrement fascinante, la peur, parce que je trouve que par rapport à d'autres où on peut plus, par exemple même le stress, on y reviendra, mais on peut plus prendre du recul, lâcher prise et se rassurer. La peur, je trouve que c'est une émotion extrêmement difficile à appréhender et qui parfois a vraiment tendance à prendre le dessus. Elle peut nous déborder, ouais. Elle peut vraiment nous déborder et c'est même, j'ai l'impression, ce qui est à l'origine des crises de panique ou des situations qui peuvent être vraiment très paralysantes et handicapantes. Ouais. C'est quoi le mécanisme qui est à l'œuvre avec la peur? Et là, pareil, comment est-ce qu'on peut apprendre à ne plus se laisser dominer par la peur? Alors, la peur, c'est là encore, c'est notre cerveau émotionnel. On dit ça comme ça, hein, dans le livre, on l'a un peu expliqué. C'est encore une fois un raccourci. Donc là, mon esprit scientifique, il se hérisse. Mais voilà, je pense que c'est utile aussi de parler comme ça. Donc, c'est notre cerveau émotionnel qui s'active et qui s'enflamme, si on peut dire ça, qui s'active beaucoup. Et on a parlé tout à l'heure de l'amygdale, hein, qui est une petite structure qui est très importante dans la peur. Là, effectivement, elle s'active aussi beaucoup. Donc, voilà ce qui se passe dans notre cerveau. Et certainement, plein d'autres régions cérébrales qui se mettent en alerte, puisqu'on a parlé de réseaux, hein, que le cerveau communiquait beaucoup, enfin, les zones du cerveau communiquaient beaucoup entre elles. Probablement des structures cérébrales qui se mettent en alerte et qui nous disent « Ah là là, tu dois combattre, ou tu dois t'enfuir, ou tu dois avoir tel comportement, tu dois te protéger. » Voilà. Donc, il y a toute une tempête dans notre cerveau qui se met en œuvre et ça va se traduire par nos comportements.
Alors, ça peut être, comme on disait, se recroqueviller, partir en courant. Voilà. Après, toi, tu parlais plus, je pense, peut-être plus d'anxiété. Bah peut-être, ouais, c'est vrai. Quelle est la différence un peu entre... Est-ce que l'anxiété n'est pas une forme de peur Si, il y a un mix peu de entre peur et stress Ouais. Il y a un peu de ça, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, j'ai peur de parler en public. Mhm. Donc là, c'est plutôt, nous, ce qu'on appelle en psychiatrie de l'anxiété ou en psychologie de l'angoisse. Pourquoi ? Parce que il y a tout un cortège d'idées qui vont avec. Je vais être ridicule, je vais rougir, je vais bafouiller, tout le monde va se moquer de moi. Ou je sais pas, j'ai peur d'aller draguer, par exemple, je vais me prendre un vent. C'est vrai, on anticipe en fait. Ouais. Il y a Montaigne dit qui craint de souffrir souffre déjà ce qu'il craint. Exactement. Très sage, mais très difficile à appliquer. Et ouais, très difficile à appliquer, mais encore une fois, je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller, il faut affronter. Et là, dans les exemples que je donnais, peur de parler en public, peur d'aller draguer, peur, ça peut être plein de choses. Peur, je sais pas, d'aller parler à sa mère, lui dire un truc. Maman, j'ai ça à te dire. Ça fait longtemps que je voulais. Mais voilà. Bon, bah, ça, faut y aller, en fait. Faut y aller pas à pas. Là aussi, c'est important, le côté progressif, pas à pas. Sinon on risque de se fracasser, on risque de se dire allez, moi j'ai peur de parler en public par exemple, bon c'est pas vrai mais on va dire que c'est ça, et je me dis allez c'est bon, là j'en ai marre, je vais me lancer dans une présentation dans un amphithéâtre avec 300 personnes, c'est trop dur. Faut pas prendre le temps de parler quand même forcément quoi. Peut-être que mon objectif ce sera ça, mais à long terme encore une fois. Et là, maintenant, ce que je dois faire, c'est me mettre un objectif qui est faisable, réalisable, un petit truc, qui me déstabilise un peu, mais pas trop. Donc, je vais me dire, je sais pas, je vais en profiter pendant une réunion où il y a 5-6 personnes pour prendre la parole. Alors que d'habitude, j'évite. Là, je vais me dire, non, j'évite pas et je vais aller parler. Donc ça, c'est plutôt l'anxiété, du coup, comme tu disais, c'est réussir à dompter l'anxiété. Et pour les personnes, alors moi, je sais pas, parce que pour le coup, j'ai jamais eu de crise de panique, de crise d'angoisse. Je sais que ça touche quand même beaucoup de personnes. Là, j'ai l'impression qu'on peut pas appliquer, entre guillemets, cette stratégie, parce que c'est pas des petites choses à affronter, quoi. C'est souvent assez rationnel. Quelle est la stratégie plutôt par rapport à ces crises d'angoisse et ces crises de panique ? Alors déjà, je dirais que si on a des crises d'angoisse ou des crises de panique, faut en parler. Ça, c'est la première chose. En parler à votre médecin généraliste, en parler à un psychiatre, en parler à un psychologue. Vraiment, parce que là, ça veut dire qu'il y a un vrai truc qui ne va pas, quoi. Une crise d'angoisse, on peut peut-être le rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais vu. Tout à fait. Décrivons. En espérant que ça ne vous arrivera pas. La crise d'angoisse, c'est que, ou l'attaque de panique, à un moment donné, je vais avoir de façon très rapide, c'est vraiment en 30 secondes, c'est... mais moins de 30 secondes parfois, une très grosse montée d'anxiété. Et parfois qui arrive alors que rien ne s'est produit de particulier autour de moi. Donc ça, c'est plutôt dans ce qu'on appelle les attaques de panique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qu'à provoquer ça. Et d'un seul coup, tu vois, voilà, on est tranquille en train de discuter. Et là, je sens vraiment une très grosse angoisse avec une tachycardie, donc le cœur qui bat très vite, que je sens dans ma poitrine que ça bat très vite. Je me sens oppressée, j'ai du mal à respirer, je suis peut-être très contractée, peut-être en sueur. Voilà, j'ai tous ces symptômes de l'angoisse qui arrivent. Il y en a même qui décrivent une impression qu'ils allaient mourir. Genre, je me suis dit, c'est bon, j'allais crever. Voilà. Et d'un seul coup. Donc c'est très flippant. Parfois, il y a une raison, Là, on est plutôt effectivement sur des crises d'angoisse que des attaques de panique, c'est-à-dire, je sais pas, typique, je vais pas aller dans un amphi de 500 personnes. Et là, je me suis dit, juste avant de monter sur l'estrade, non, je peux pas. Voilà. Et ce qui est très flippant parfois dans les attaques de panique, c'est ce côté imprévisible. C'est-à-dire que s'il n'y a rien qui a expliqué ça, et du coup, ça veut dire que ça peut m'arriver n'importe où. Et là, on a plus l'angoisse, on a l'angoisse de l'angoisse. C'est-à-dire, j'ai peur d'avoir peur, quoi. Alors là, ça commence dans le cercle vicieux et ça entretient. Donc oui, il faut aller voir quelqu'un. D'accord.
C'est tout. Il faut aller... Parce qu'à mon avis, la peur de la peur, elle existe dans plein de situations. Si je prends une situation entre guillemets moins grave, ça résonne, je crois que j'ai déjà dû en parler sur un podcast, mais... je me souviens d'un jour où on était jeune avec ma soeur jumelle, on devait avoir, 8 ans, et j'ai une grande soeur aussi qui a 1 an et demi de plus. Et elle est arrivée un jour en me disant « Oh, c'était horrible aujourd'hui, j'ai fait un exposé, je suis devenue toute rouge. » Et en fait, c'était horrible parce que j'avais peur de rougir, donc j'ai rougi. Ah ouais. Et là, moi, je me suis dit « Oh là là, quelle horreur, c'est moi, on a peur de rougir et qu'on rougit. » Bah boum, évidemment, qu'est-ce qui m'est arrivé, un mois après. Alors, je suis devenue rouge avant de prendre la parole parce que je me suis dit, imagine, il m'arrive comme Pauline et je viens toute rouge. Ouais. Et ça a été un cercle vicieux pendant longtemps. Donc, je pense que j'avais peut-être pas besoin de consulter, mais je sais pas, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui aurait pu m'aider à ce moment-là et dans ces situations-là où, en effet, on a peur de quelque chose et donc ça devient réalité. Je pense que, alors c'est super ce que tu décris parce qu'on est vraiment dans l'anticipation anxieuse. C'est-à-dire qu'on anticipe avec de l'anxiété quelque chose qui pourrait survenir, mais qui finalement, au fond, n'a pas vraiment de raison de survenir. Et puis, j'allais dire, même si ça survenait, en admettant que tu te retrouves rouge, c'est pas très grave. C'est sûr. Honnêtement. Ouais, mais quand t'es jeune, t'es moins détaché du regard des autres. Alors, je pense que c'est ça qu'il faudrait se dire, c'est déjà, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Au pire, si ça arrivait, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Je me mettrais à bafouiller ou à devenir rouge, effectivement, devant tout le monde. D'accord ? Et qu'est-ce que ça pourrait entraîner pour vous ? Qu'est-ce que ça pourrait faire ? Je sais pas, les gens vont se moquer de moi. Ok, pourquoi ce serait grave qu'on se moque de vous ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Du coup, plus personne va m'aimer, etc. Donc là, on a vraiment le problème de fond. Alors, ça peut être ça. Hein. Ouais, c'est sûr. Voilà. Souvent, ça revient au problème de manque d'amour, en effet. Oui, peur d'être rejeté, peur... Et donc ça, c'est déjà bien de pouvoir identifier ça. En général, on le fait avec un professionnel, hein, quand on peut. Après, on peut le faire aussi soi, identifier vraiment le problème. Et puis, je dirais, après, j'allais dire c'est pareil, non, c'est pas tout le temps pareil, mais là aussi, on est dans un mécanisme anxieux et faut y aller. Mmh. Et en se disant, voilà, écoute, j'y vais. Et puis, au pire du pire, je rougis. Et c'est pas grave. Et c'est un peu ce que vous dites aussi à un moment quand vous parliez d'acceptation. Ouais. Je sais plus dans quelle partie c'est, mais vous dites que la solution, c'est plutôt l'acceptation. Et c'est juste que je me dis, il y a certaines personnes qui doivent se dire, c'est quand même plus facile à dire qu'à faire. Comment accepter parfois quand on a l'impression que c'est plus fort que nous Là encore, si on peut, on essaye de découper en choses en événements, en petits défis qui sont plus faisables, plus à notre portée. Donc ça pourrait être ok, j'ai peur de rougir parce que j'ai mon exposé devant tout le monde, du coup je vais m'entraîner à aller demander un truc stupide à la boulangerie, j'en sais rien, un truc ou aller demander, vous allez à la pharmacie, demander j'en sais rien, des capotes XL goût je sais pas quoi. Moi, quand on est ado, ça fout peut-être un peu la honte. Voilà, on va aller s'entraîner. Ouais, c'est apprendre à dompter en fait les émotions dont on a peur. Apprendre à s'entraîner en se disant au pire, qu'est-ce qui peut arriver, moi j'ai peur de me faire rejeter, mais là la pharmacienne pas me rejeter, au pire tout le monde va me regarder en mode qu'est-ce qu'il veut. C'est apprendre à se détacher aussi du regard des autres. Ouais, et ça c'est pas très grave. Alors Vincent il faisait un exercice, Vincent Tribou, je précise, mais bon il faisait un exercice avec ses patients que je trouve génial, ceux qui avaient comme ça des phobies sociales, hein, donc c'est vraiment quand cette peur elle est extrême, elle est importante, invalidante. Il faisait se balader ses patients avec une banane accrochée à un fil dans la rue, comme s'ils traînaient leur banane en laisse, et il parlait à la banane. Allez viens allez suis-moi, allez on y va. Ah ouais, là, en fait, pour le coup il y va direct, lui c'est pas le petit défi là, c'est le... non là c'est le gros défi, le saut dans la rue, quoi. Lui il y va direct et en fait c'est très angoissant, mais ça marche. D'accord. Et c'est super. Ouais. Moi, je faisais ça aussi avec des patients. Je faisais un autre exercice. Je les faisais prendre le métro et dire à chaque station de métro, vous pourrez essayer, c'est drôle, d'énoncer à voix haute la station à laquelle on est. Donc, dire à l'oral. Ouais. Ok, énoncer, parce que j'ai compris dénoncer. Non, énoncer. D'accord. Donc là, par exemple, on peut prendre une station de métro au hasard, genre République, et on dit à voix haute République, devant tout le monde. Ouais. Donc là, vous allez voir, tout le monde va vous regarder.
Mais Ou vous alors n'allez pas en mourir, quoi. Non, Et c'est on va ça pas en qu'on mourir. apprend au final. Et c'est drôle, alors, soit les gens vous regardent un peu bizarrement, soit il y en a qui se cassent aussi, qui changent de... Ouais, qu'on peur, en wagon, fait. Hein. ouais. Et ouais, ça... finalement, on ressort du métro comme on est rentré, c'est-à-dire entier. Belle leçon de vie. Voilà. Ouais, pour essayer, c'est drôle. Et par rapport au stress, pour boucler un peu par rapport à ces émotions de peur, anxiété, stress, parce que du coup j'ai l'impression que ce que tu décris, c'est souvent des réactions un peu immédiates, notamment à des moments particulièrement difficiles, mais c'est vrai qu'on vit dans une société où le stress est même devenu chronique, et que certaines personnes vivent avec au quotidien, et c'est très invalidant, et j'ai l'impression que c'est quand même aussi à l'origine de pas mal de maladies. Voilà, comment se détacher d'un stress chronique, et à quel point c'est lié à notre environnement. Je sais que moi, je me posais pas tellement la question avant, j'ai toujours habité à Paris. Voilà, pour moi, les gens qui disaient Paris, c'est une grande ville, il y a trop de bruit, je pourrais jamais y habiter, je me disais vraiment, non, enfin, c'est cool, on a tout à portée de main, c'est très vivant. Et c'est vrai qu'en fait, plus je grandis, plus je me rends compte du différentiel de quand je suis dans une région de vacances, donc dans le sud de la France par exemple, versus à Paris, et le stress que ça rajoute. Ouais. Voilà, je sais pas si tu as des conseils par rapport à ça. Est-ce que la solution c'est de se casser et d'habiter dans la nature? Enfin, comment arriver soit à gérer le stress quand on vit en ville, soit même si on est dans une région plus calme, arriver à ne pas être esclave du stress? Je dirais que c'est très dépendant, ça dépend des gens. C'est-à-dire que y a des gens qui vont pas voir le côté stressant de Paris, par exemple. Moi, je le vois pas tellement. J'aime beaucoup Paris. Et je trouve que c'est pas stressant, c'est motivant, c'est dynamisant. Et donc, ça me booste. Au contraire, d'avoir toute cette énergie, d'avoir du monde, d'avoir... Alors oui, il y a des choses un peu pénibles. On fait la queue le matin à la boulangerie, il y a du monde dans les transports, il y a du bruit aussi. Le bruit, c'est vrai que ça compte. Mais bon, en même temps, il y a un petit côté habitude, un peu rassurant. J'aime bien m'endormir et entendre un peu de bruit dans la rue, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que... Donc c'est vraiment personne dépendant. Déjà, il faut vraiment voir ce qui nous correspond. C'est la première chose. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette du bien-être universelle. Tout à fait. La méditation, on y reviendra, a l'air quand même d'être plutôt universelle. Ouais. Mais... Alors, là encore, pas tout le temps. Ah ouais, d'accord. Moi, j'ai par exemple, les patients qui ont des TOC, moi, je leur déconseille de faire de la méditation au début. D'accord. Parce que la méditation, c'est un moment où on va laisser venir nos pensées. Et quand on a plein de pensées angoissantes qui surgissent malgré nous, du coup, c'est le moment où on dit, allez, porte ouverte aux angoisses. Et là, c'est dur. Oui, c'est sûr. Mais alors, qu'est-ce que tu conseilles à ces patients plutôt? D'aller faire une thérapie. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et pareil, d'essayer d'affronter les situations de façon progressive. Mais là, la méditation, on est vraiment on recherche quelque chose aussi, un objectif de bien-être, d'apaisement. Et c'est vrai que se dire, je vais rechercher de l'apaisement et qu'en recherchant ça, j'ai plutôt une avalanche d'angoisse qui me tombe dessus, c'est quand même hyper dur. C'est sûr. Échec aussi. C'est sûr. Ouais, donc c'est plutôt dans un stade quand on arrive à sortir de... Quand on va bien, comme toi et moi, à peu près bien, oui, ça marche. Et c'est chouette. Et on verra que plus on médite, et plus c'est facile, et plus ça nous apaise. Mais c'est pas toujours le cas. D'accord, ça, c'est intéressant. Je pensais que, parce que j'ai reçu entre autres Jonathan Lehmann sur le podcast, qui pour le coup lui était pas bien du tout, il avait de grosses dépressions. Ouais. Et pourtant c'est la méditation, il dit qu'il l'a sauvé quoi. Donc c'est peut-être personne dépendant aussi là. Mais complètement. Mais ça, je pense que dans la dépression c'est pas mal la méditation. Ok. Ça peut. Après encore une fois c'est vraiment personne dépendant. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont vous dire non mais moi la méditation je trouve que c'est une perte de temps, j'y arrive pas. C'est pas grave. Ouais. Et t'as pas étudié les bienfaits est-ce que tu es au courant des bienfaits quand même avérés sur le cerveau? J'en ai lu pas mal, moi, c'est pour ça, mais je me demande si en neurosciences, on en parle. Alors, moi, c'est pas mon sujet. Ouais. Mais je sais qu'il y a des gens qui bossent là-dessus, donc il doit y avoir plein de trucs intéressants. Ok.
Je pourrais pas vous dire. Ouais, mais c'est à creuser. Je recevrais peut-être un expert. Pareil, je sais que j'en ai parlé avec Céline Lazare récemment, que j'ai aussi reçue sur le podcast, qui est une entrepreneuse et qui travaille maintenant, qui a remonté une boîte qui s'appelle Résilience et qui aide les patients atteints de cancer. Et voilà, avec une approche très médicale, mais aussi avec une approche holistique. Et apparemment, il y a des études qui prouveraient que 10 minutes de méditation par jour réduit le risque de cancer de manière assez importante. Alors voilà, je mettrai l'étude dans la description, elle me l'enverra. Mais j'ai l'impression que tout ça est lié au stress. Moi, c'est ma théorie. Mais... C'est ça. Moi, ça m'étonne pas parce que de toute façon, le stress, de façon globale, ça augmente un certain nombre de maladies, dont les maladies cardiovasculaires qu'on connaît bien. Le fait de faire de l'hypertension, d'avoir du diabète, d'avoir un risque d'infarctus aussi, tout ça, c'est en partie lié au stress. Donc, faire du sport aussi, ça marche, ça diminue. Ouais, c'est clair. Le stress et donc les maladies plus somatiques, on va dire, et les maladies psychiques, bien sûr. Ouais. Moi, c'est un truc que je conseille vraiment à quasiment tous mes patients. Faites un peu de sport. Je ne vous demande pas de préparer pour le marathon, quoi. Mais on fait un peu de sport. Surtout que, et ça, pareil, tu me dis si c'est pas forcément quelque chose que tu as étudié, mais vu que tu en parles, ça m'intéresse, d'observer le cerveau des athlètes versus les cerveaux normaux. Parce que pour le coup, en plus, si jamais tu as quand même vachement étudié les TOC, j'ai l'impression que ce sont quand même des personnes obsessionnelles. Eux, ils sont vraiment dans l'obsession de la performance, du résultat, concentrés vraiment sur un objectif. Mais je sais pas s'ils développent peut-être les mêmes zones du cerveau que des personnes atteintes d'obsession, de TOC. Alors, je dirais, il y a des traits communs, comme tu dis, sur le plan clinique, c'est sur le plan ce qu'on observe, nous... des comportements et des pensées des gens, il y a des traits communs, un petit côté peut-être un peu perfectionniste. Il n'y a pas que les athlètes, il y en a plein, dans plein de métiers où on peut être perfectionniste. Et puis il y a un côté aussi où ils répètent beaucoup les choses. C'est vrai qu'on est habitué à s'entraîner quand on est athlète, ce qui est une super chose. Ce qui peut être utile pour plein de choses dans la vie. Après, il ne faut pas non plus que ça devienne excessif et que ça devienne anxiogène. On peut avoir ce qu'on appelle l'anxiété de performance aussi. Avoir peur de ne pas réussir, avoir peur de mal faire, de ne pas être à la hauteur. Donc, ça peut survenir aussi quand on n'est pas athlète. Tout à fait. C'est pas réservé aux élites. Voilà. Alors, ce qui est bien différent, par contre, dans ce que tu soulignais, qui était intéressant, c'est que il y a le côté perfectionniste, il y a le côté où parfois on a des petits rituels, des petites choses qui peuvent un peu nous porter chance, voilà, on se dit... Et il y a le côté TOC. Et dans TOC, ça veut dire trouble obsessionnel compulsif, et le côté trouble est important. Le mot trouble, c'est-à-dire que ça va me gêner, ça va m'handicaper. Là, on est dans la maladie. Si ça me gêne pas, si ça m'handicape pas, là, on est dans le monsieur tout le monde. Voilà. Ou la petite superstition, le petit truc qui peut être positif, parfois. Ouais. Je crois que Nadal, il a un rituel avant tous ses... Alors lui, je pense qu'il a des tocs pour le coup. Je veux pas... On se prononce pas, Nadal, tu nous diras. Voilà, je veux pas faire de la délation ou de la... mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a des petits... il a des petits gestes très stéréotypés où on le voit qu'il remonte ses chaussettes, je sais plus ce qu'il fait avec son bandeau aussi, avec ses trucs au poignet. Là. Bon, y a des petits trucs qui font très stéréotypés. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont toujours les mêmes, vraiment dans une même séquence. Et là, ça fait penser à un petit toc. D'accord. Mais c'est pour ça qu'en effet, je me demandais s'il y avait peut-être un pont... tu vois, entre les personnes qui sont... Parce que je crois que c'était Vincent qui m'a dit ça aussi quand il était venu sur le podcast, c'est que toi, tu étudiais le cerveau des gens qui ont des TOC, et lui, comment en sortir par la thérapie, et que c'était du coup une prédisposition génétique, ou en tout cas qu'on avait un cerveau TOC, quoi, potentiellement. Et c'est pour ça que je me disais, peut-être, si on reprend l'exemple de Nadal, quoi, est-ce que Nadal avait un cerveau comme ça, très perfectionniste, très obsessionnel, et qu'il a du coup mis au service du tennis Est-ce que ça vient après? J'en sais rien, mais je trouve ça assez intéressant de voir alors, l'origine cérébrale, on va dire. Je sais pas si on peut répondre de façon vraiment précise à ça, mais en général, moi, ce que je vois en clinique, c'est que les patients qui ont développé des TOC, si on essaye de refaire un petit peu a posteriori, d'essayer de voir comment ils étaient avant les TOC, quelle était leur façon de faire, leur personnalité, c'est souvent des gens très anxieux, quand même, qui aiment bien être dans le contrôle et qui sont un peu perfectionnistes.
C'est les 3 traits de caractère que tu as. Souvent. Après, c'est pas toujours le cas. Hein. C'est pas parce qu'on a ça qu'on va forcément développer un TOC. Mais souvent, c'était des gens comme ça. Et donc ça, c'est génétique, quoi, ou c'est... Il y a un peu de génétique, il y a un peu d'environnement aussi. Des expériences qu'on a pu avoir dans l'enfance, dans l'adolescence, qui font qu'on va développer une personnalité plutôt qu'une autre. Donc c'est pareil, c'est un petit peu, on en revient sur notre modèle biopsychosocial dont je pense Vincent a dû vous parler. Il y a une part de... Non, c'est un terme que je n'avais pas entendu. Tu vas nous le dire. Alors on aime bien ça en psy, en neurosciences aussi. On dit que finalement beaucoup de pathologies psychiatriques ou même de façons de nous comporter dans la vie ont une origine biopsychosociale. C'est-à-dire qu'il y a une partie de biologique, de génétique, de la façon dont fonctionne notre cerveau, une partie de personnalité qui va se développer et qui va s'étayer aussi en fonction de l'environnement et de la société dans laquelle on évolue. Et donc ça fait un petit mélange comme ça. Et on ne sait pas pourquoi. Certaines fois, il y a peut-être un truc qui a bugué, un peu dans un peu dans l'autre, mais pas suffisamment. Enfin, voilà. Et ça donne à un moment donné une pathologie. Ok. C'est vaste, hein. Ouais, non, mais au moins maintenant, on connaît un peu l'origine. C'est intéressant de connaître aussi le côté scientifique, je trouve, des choses dont on parle moins. Je voulais te demander aussi, alors parce que ça, pour revenir sur pour rester plutôt dans le sujet de la neurologie et du neuroscientifisme, ça se dit ? Ouais. De la neurologie tout court ? Ouais, la neurologie, la neurobiologie. Ok. Je sais pas comment on dit, bon, voilà, le côté neuroscientifique. Neuro, quoi. Neuro. Voilà. Je me demandais, parce que j'ai vu un docu sur, je crois que c'était sur Netflix, où il y a Mathieu Ricard qui intervient. Alors j'en profite pour faire un clin d'œil à Morgane juste derrière, parce que j'aimerais beaucoup recevoir Mathieu Ricard sur le podcast, qui a été... Elle rougit maintenant. On ne la voit pas. Mais qui a été, je crois, décrété, entre guillemets, après étude, justement, de ses fréquences neuronales, homme le plus heureux du monde, d'après ses fréquences neurologiques. Ah ouais. Et donc voilà, je sais pas si c'est quelque chose que tu maîtrises, mais je trouvais ça très intéressant de se pencher sur qu'est-ce qui va faire que, justement, on a des fréquences neurologiques, neuronales plus élevées. Qu'est-ce qui y contribue et au contraire, qu'est-ce qui est detrimental, ça c'est le mot anglais, qu'est-ce qui porte préjudice à nos fréquences cérébrales? Alors, moi je suis un peu plus frileuse par rapport à ça. Ok. Déjà, alors peut-être que c'est un domaine que je connais moins, hein, mais voilà, toujours mon esprit un peu carré. Cartésien. Voilà, un peu cartésien. Je trouve que c'est difficile de faire des généralités, en fait. Parce que déjà, fréquence cérébrale, pour moi, c'est quelque chose d'assez global, un peu flou. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Où est-ce qu'on a mesuré ça ? Alors, il y a peut-être des études, il y a peut-être des trucs très carrés qui ont été faits, mais voilà, je pense qu'il faut... Je suis un peu prudente avec ce genre de choses. Et ensuite, moi, je trouve ça un peu dur de dire l'homme le plus heureux du monde, parce que, en fait, déjà, c'est quoi être heureux ? C'est sûr, ouais, mais en fait c'était intéressant parce qu'elle disait, c'était une docteure pareil en neurosciences, et elle disait quand on a étudié les fréquences cérébrales de Mathieu Ricard, on n'avait jamais vu, alors je crois que c'était de tels pics en fait, c'était, alors vraiment je ne me connais pas du tout moi dans la science derrière, mais apparemment quand on met des patchs sur notre tête, on arrive à étudier les fréquences cérébrales, et lui avait des ondes, alors soit très linéaires, je sais pas, ce qui détermine qu'on est en paix, heureux, ou au contraire peut-être des grands pics, mais en tout cas apparemment ça a été fascinant au niveau scientifique. Je pense que ça dépend de la zone du cerveau qu'ils sont allés vraiment enregistrer. Je sais pas où ils sont allés enregistrer, mais après, encore une fois, c'est peut-être quelqu'un qui s'est entraîné à avoir un état, je sais pas, de détente, de relaxation, de façon de voir les choses positives aussi. Moi, je pense alors, c'est pas je pense, hein, ça a été montré qu'on peut arriver justement à moduler son activité cérébrale avec de la relaxation, avec... de s'entraîner à voir les choses plus positives. Je sais pas si Vincent, vous en avez parlé, il y a un exercice que j'aime bien, des 3 choses positives par jour. Ah, je crois qu'il en avait parlé. Je crois qu'il en avait parlé, mais tu peux le redire, ça fait pas de mal. J'adore. Alors c'est pareil, c'est un exercice que je conseille beaucoup aussi à mes patients et qui marche, qu'on peut même nous appliquer dans la vie réelle sans avoir de problème psy, hein.
c'est d'essayer de trouver 3 choses positives qu'on a pu faire la veille ou dans la journée qui vient de s'écouler. Et donc, on va chercher, on va se dire, je sais pas, là, moi, je suis arrivée en vélo, par exemple, j'ai laissé passer une dame à vélo, ou ça peut être, j'ai rendu service à mon collègue, il avait beaucoup de travail, je lui ai pris un peu de son travail, c'était sympa. Voilà, ou bien j'ai eu une remarque positive, on m'a dit, t'es bien habillée aujourd'hui, c'était cool, voilà. Donc, c'est essayer de remarquer comme ça 3 choses positives, et puis de s'en souvenir. Et on va voir que si on fait cet exercice tous les jours, peut-être au départ ce sera un peu dur et on va se dire j'en sais rien moi, j'ai du mal. Et puis à force de le faire, on va être aussi plus vigilant à ce qui se passe de positif dans notre journée. Mmh. Et donc encoder davantage ces éléments positifs. Et on va faire qu'on s'en rappellera mieux aussi. Donc on va y porter plus d'attention. Et ça c'est intéressant parce que souvent on a, alors parfois les bons névrosés que nous sommes, en grande partie, on a cette tendance à plus voir le négatif que le positif. Et donc, si par exemple, je sais pas, moi j'ai un de mes chefs qui m'a dit c'était nul ce que tu as fait là sur ce truc, je vais peut-être ruminer dessus, je vais m'en souvenir, etc. Alors que si on me dit bravo pour ton compte rendu, bravo pour ta prise en charge, sur le moment je vais me dire c'est chouette, puis après je l'aurai oublié. C'est vrai. Donc là, vraiment de se dire on y prête attention. Et ça, c'est pareil, c'est un entraînement qui modifie aussi, à force de répétition, la façon dont va fonctionner notre cerveau. Et donc, il y a peut-être ça aussi en partie. C'est-à-dire s'entraîner à avoir des choses positives, s'entraîner à avoir un état de bien-être qui fait qu'à la fin, oui, ça finit par se mesurer. C'est vraiment ce que je retiens, en fait. Devenez votre propre psy, c'est un peu entraîner votre cerveau, ouais. quoi. Il y a vraiment cette notion d'entraînement. Entraînez-vous, c'est possible. On vous explique, grosso modo, parce qu'on n'est pas rentré non plus dans les détails, comment ça marche, pour que ça vous motive aussi. C'est hyper important. Moi, je trouve que savoir ce qui se passe, savoir comment ça marche, c'est déjà un pas énorme. Tout à fait, je suis d'accord. Motivant. C'est rassurant et ça nous montre le chemin. Ouais, c'est motivant. Ouais. Et vous abordez en plus des questions, au-delà du fonctionnement du cerveau et de comment travailler peut-être plusieurs névroses ou problèmes psy qu'on peut avoir. J'ai noté aussi qu'il y avait un chapitre que vous abordiez sur les buts dans la vie. Et je me suis demandé pourquoi vous avez voulu parler de ça. Je crois que c'est clarifier les buts dans la vie et vous donner quelques exercices. Pourquoi vous avez choisi de faire ça et quel bénéfice ça peut avoir de clarifier ses buts dans la vie, de se poser vraiment là-dessus. Ça pourrait être anxiogène, tu vois. Oui, oui, ça peut. Ça peut, déjà parce qu'on peut se rendre compte en les clarifiant de se dire moi je suis pas du tout dans le bon endroit. Après, encore une fois, reconnaître ce qui va pas, c'est une première étape pour essayer de changer ensuite. Ouais. Une étape indispensable. Donc, quelque part, si ça va pas, si par exemple, je sais pas, moi je suis stressée au boulot, j'ai pas envie de me lever le matin, j'ai pas envie d'y aller, je suis pas au stade de la dépression où je vais avoir besoin d'aller consulter quelqu'un, mais je sens qu'il y a un truc qui va pas, où je me sens pas bien. Peut-être de se dire, j'essaye de poser les choses, de me dire qu'est-ce qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est peut-être, je sais pas, passer du temps avec mes amis, la valeur humaine, quelque chose de bien fait, j'ai besoin de croire en ce que je fais. Et là, se dire, mais finalement, c'est pas du tout la boîte dans laquelle je suis. Ouais. C'est une boîte où on pense beaucoup au profit, où au rendement, où on nous valorise pas si on prend un peu de temps pour parler avec les autres. Et ça me correspond pas. Et je pense que c'est important de se rendre compte de ça. Et c'est sûr, ça peut être avant difficile. De se dire, je vais changer. Ouais. Ça peut être difficile sur le moment, mais c'est bénéfique à long terme. Et tu l'as souligné pendant le podcast, faut parfois penser au long terme aussi, pas juste au court terme. Il y a un dernier sujet que je voulais aborder par rapport aux problèmes psy, c'était la question des médicaments. Qui sont aujourd'hui de plus en plus controversés, j'ai l'impression, ou alors avant on les prenait plus sans rien dire. Quand on prend, en fait, quand est-ce que la thérapie ne suffit pas ou quand est-ce que les exercices à mettre en place ne suffisent pas, et toi pareil en tant que neuroscientifique, quel bénéfice tu as observé à la prise de médicaments sur le cerveau et peut-être aussi quelles contre-indications il y a. On entend beaucoup parler des effets secondaires, donc je pense que ça aiderait les gens d'avoir ton avis. Alors, moi, je suis très pour médicaments, déjà. Même avant de faire médecine et avant d'en prescrire moi-même, quand je faisais mes thérapies, j'ai jamais freiné un patient à aller prendre un traitement.
Au contraire, j'encourageais plutôt. Parce que moi, c'est ce que j'explique à mes patients, je vois ça comme une béquille. Je ne suis pas en train de leur dire toute votre vie, vous allez marcher avec des béquilles. L'objectif, c'est d'essayer de vous aider le mieux possible pour qu'il y ait moins de séquelles possibles après et que ce soit le plus confortable pour vous. Si vous êtes fait une entorse ou que vous êtes pété la jambe, je ne sais pas, ou que, voilà, vous allez avoir des béquilles, un plâtre peut-être, pendant un certain temps. Et puis après, il va y avoir de la rééducation et on va essayer de se passer progressivement de cette béquille. Le médicament, moi, je le vois un peu pareil. Ça va pas. À un moment donné, ça va tellement pas que là, j'arrive pas à m'en sortir en faisant seulement ma thérapie. Et donc, ou alors je me dis, c'est parfois ce que je conseille à mes patients, je les vois arriver en thérapie et je me dis, on pourrait commencer la thérapie, mais on a plus de risques de se planter que de réussir. Et si on se plante, ça va renforcer une spirale d'échec. Ah bah voilà, j'ai essayé la thérapie et même avec la thérapie, ça marche pas. Bah, je suis vraiment foutue, je suis vraiment nulle, par exemple. Là, ça va être difficile à récupérer derrière. Ouais. Alors que si on se dit, on prend des médicaments, ça va avoir un effet peut-être anxiolytique, donc faire diminuer l'anxiété, améliorer un peu le moral, améliorer l'élan, améliorer nos capacités cognitives, c'est-à-dire qu'on va être plus capable de réfléchir, plus capable de mémoriser, plus capable de faire les choses. Et donc tout ça, ça va faire qu'on va être plus capable de réussir sa thérapie. Ouais. Et donc on rentre dans quelque chose de positif. Mais ça ne veut pas pour autant dire que mon antidépresseur, par exemple, je le garderai toute ma vie. Non, au bout d'un moment, ça va mieux. Et puis, on va le garder quelques mois, peut-être 1 an. Et puis, quand ça ira mieux au bout d'1 an, et là, on commencera à arrêter. Ok. J'ai entendu plusieurs docteurs et spécialistes et thérapeutes de tout type de thérapie appuyer cette métaphore de la béquille. Et je trouve que c'est très... c'est assez apaisant à entendre aussi, c'est que c'est pas la solution miracle ultime, c'est un appui, mais le vrai travail de fond, ça reste la thérapie, quoi. Pour moi, c'est loin d'être la solution unique. Alors, parfois, on fait que ça, faut dire ce qui est, parce qu'il y a un autre problème, c'est que les thérapies, c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. À la fois en termes financiers, c'est cher. Ouais. On va dire les choses. On va le dire. On va appeler un chat un chat, ça coûte un bras. Et puis, l'autre problème, c'est que même si on n'a pas ce frein financier, c'est pas disponible partout. Ouais. Alors, un petit peu moins depuis qu'on fait des thérapies en visio maintenant. Depuis le Covid, ça a beaucoup aidé. Mais c'est vrai que si vous habitez dans un département quelque chose un peu paumé, où il y a moins de médecins, moins de psychologues, ça peut être difficile. Et puis, on est surchargé. Moi, je prends plus de nouveaux patients depuis des mois. On est beaucoup à ne plus prendre de nouveaux patients parce qu'on ne peut plus. C'est un vrai mal du siècle quand même. Ouais. Après, c'est peut-être aussi que juste, les gens allaient aussi mal avant, mais juste n'allaient voir personne, et que maintenant, il y a un peu moins de tabou quand même autour de la santé mentale. Sûrement. Alors que pour le coup, un psy, mais c'est tellement bien. Moi, j'en ai eu un. Mais après, c'est vrai que aussi, quand même, moi, je le dis, il faut tomber sur les bonnes personnes. Ouais. Parce que ça peut être aussi assez traumatisant et entrer dans la spirale de l'échec quand tu tombes pas sur un psy ou une psy qui répond à ton besoin. Donc, c'est juste, faut pas se décourager. Il y en a des très bons. Et c'est comme partout, les médicaments. Ouais. C'est la même chose. Parfois, on essaie un antidépresseur chez un patient et il me dit oh là là, ça marche pas, ça m'a filé la nausée, j'ai des vertiges, je me sens pas bien. Non, c'est pas grave. On essaie un autre. Puis on se dit mais c'est super. Ouais. Alors pourtant, c'est la même famille, c'est tous les deux des antidépresseurs, mais voilà. Donc avec les psys, c'est pareil, il faut se dire si ça marche pas, c'est pas grave, on en trouve un autre. Tout à fait. Par recommandation, ça reste le mieux. Et Oui, il y a des sites aussi, des sites de professionnels qui recensent vraiment les psys. Alors nous, avec Vincent, on fait beaucoup de thérapie cognitive et comportementale. Donc on a la FTCC, Association française des thérapies cognitives et comportementales, qui a un site avec un annuaire des thérapeutes. Super. Moi, ça, je le conseille souvent aux patients. Je mettrai ça dans la barre de description. Je pense qu'en effet, ça peut vraiment aider. Je vais te poser quelques dernières questions. D'abord, est-ce qu'il y a une ressource, un livre, un film, un documentaire qui t'a particulièrement touché ou appris que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent ? Alors moi, il y en a un que je suis en train de lire. Je vais te faire rire un peu, on peut rire un peu.
Alors d'habitude, je lis plein de livres hyper, assez scientifiques. Je lis beaucoup de trucs pour le boulot, en fait. Je lis beaucoup d'articles aussi scientifiques, des trucs en anglais, un peu... j'allais dire un peu chiant, mais non, intéressant, mais bon, pas hyper bien pour monsieur tout le monde, pas accessible, pas exportable. Et là, en fait, j'ai un de mes chefs en psychiatrie, là où je travaille, qui m'a donné à Noël le livre de Philippe Etchebest. Ah, d'accord. Je ne lâche rien. Super. Et j'aime beaucoup la cuisine. Et j'étais hyper contente d'avoir ce livre. Et là, je l'ai presque fini. J'ai lu encore un peu hier soir. C'est vraiment chouette. C'est hyper facile à lire. C'est un petit livre de poche. Et je trouve que ce mec est d'une ténacité, d'un courage. Et vraiment, il donne plein de conseils à la fois pour manager une équipe. Parce qu'il y a ce côté, quand on est chef de cuisine, on doit être à la fois fort et en même temps attentif, soutenant. Et j'ai trouvé qu'il décrivait ça de façon très fine, en fait. Alors quand on le voit, fin, c'est pas le premier mot qui nous vient. C'est sûr. Et tenace, ça se devine. Mais tenace, ouais, le côté tenace. Et puis, vraiment, il le dit à un moment donné, ça va faire feu de tout bois. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans des situations où il était en difficulté. Il en est sorti, il explique comment. Et je trouve que c'est une belle leçon. Facile à lire. Ok, tu me donnes envie de le recevoir sur le podcast. Mais ouais, ce serait trop bien. Génial. Ensuite, il y a une question que je vais poser de plus en plus, que je posais un peu au début, que j'ai arrêté, mais donc voilà, je te la repose. Ouais. Si demain, tout ce que tu avais écrit, tout ce sur quoi tu avais travaillé, publié, disparaissait, n'était plus disponible, et que tu pouvais juste écrire 3 enseignements que tu aimerais partager au monde, qu'est-ce que tu dirais ? 3 livres ou 3... Non, 3 enseignements, 3 leçons, 3 conseils. Alors, la première chose que moi je trouve hyper importante, c'est de se dire... ce qui est important, c'est de répéter. D'y aller doucement, progressivement, et de répéter. Ça, c'est très thérapie cognitive et comportementale, mais c'est vraiment quelque chose qui me sert, je trouve, déjà moi, personnellement, dans mes études, dans ma vie perso, et puis que j'essaye d'enseigner à mes patients. La deuxième, je dirais, c'est pas grave si on se rétame. Ça peut arriver de se rétamer. Et parfois même, on se relève un peu plus fort, et il faut vraiment prendre ça comme une leçon et non pas comme une fin en soi. Voilà, ça me permet de progresser. Et même quand on fait des entraînements, on parlait de Nadal tout à l'heure, à mon avis, Nadal, il a dû se rétamer plein de fois. Il a dû faire plein de mauvaises balles dans ses entraînements. Il a dû perdre des matchs contre des gens qui étaient en théorie beaucoup moins forts que lui. Et c'est pas grave. Et c'est pas pour ça qu'il est nul. Voilà. Donc je dirais ces 2-là. Et puis le troisième, on a le droit à un troisième. Hein, oui, tu as tout à fait le droit à un troisième. Je dirais c'est se méfier des biais. Se méfier on parlait tout à l'heure de ce biais d'avoir tendance à prendre plus le négatif que le positif, à le retenir davantage. Ça, je pense que c'en est un aussi. Mais je crois que c'est même sûr, hein, c'est Albert Moukébert qui avait sorti un livre sur les biais. Votre cerveau vous joue des tours, dans la même maison d'édition d'ailleurs que la nôtre. Donc voilà, se méfier des biais. Ok, génial. De très belles leçons. Je vais te poser la dernière question, la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ? Le pouvoir. Je dirais déjà, tu vois, un peu comme un petit peu comme les 3 dernières leçons là. Accepter de pas l'avoir tout le temps. Déjà. C'est un gros boulot, hein. C'est une petite phrase, mais un gros boulot. Ouais. Accepter de ne pas l'avoir tout le temps et essayer de prendre un petit peu de recul et de comprendre ce qui se passe et de ne pas perdre courage, de se dire qu'on peut changer les choses. Super. Merci beaucoup Anne-Hélène pour ce podcast hyper intéressant. De rien. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Sur ma page LinkedIn. Ok. Anne-Hélène Claire, comme ton nom, j'imagine. Ouais. Voilà. Et en librairie, pour se procurer Devenez votre propre psy. C'était pas encore fait depuis le podcast avec Vincent. Bah ouais, il faut le faire. Ouais, il est vraiment très bien. Je le recommande. Merci beaucoup, à très vite. Merci Louise.